Bonjour, bienvenue aux 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats de Associés pour VK. On va parler d'eau et d'assainissement, la nouvelle loi, dans quelques secondes, mais tout de suite, les brefs de la semaine, avec en matière d'agents, d'abord 2 décisions qui concernent les sapeurs-pompiers. Vous savez qu'il y a un grand débat sur le point de savoir s'il est illégal ou pas d'interdire aux sapeurs-pompiers de porter la barbe, pour des raisons de port du masque. C'est toute une série de décisions un peu contradictoires. Mais en tout cas, le théâtre d'Orléans vient de nous dire, en tout cas, refuser d'exécuter l'ordre de se raser la barbe est en soi une faute disciplinaire. Et un sapeur-pompier volontaire qui publie sur Facebook 2 images, une politique et l'autre qui contrevient à l'image de son institution, c'est bien un manquement à l'obligation de réserve, pour un SPV donc. Loi du 24 mars 2025 au JO qui proroge le dispositif d'expérimentation d'un dispositif d'égalité des chances dans certaines écoles et services publics. Et puis une actualité en matière de contrat avec une directive intéressante de 2014 que tout le monde connaît. Oui, mais quelles étaient les modalités de son entrée en vigueur et est-ce qu'on pouvait différer cette entrée en vigueur? Réponse CJUE 20 mars 2025. Et autre décision de la CA de Toulouse cette fois, sur l'indemnisation d'un candidat. Quand on a un acheteur qui renonce à conclure un contrat pour un motif d'intérêt général, mais que ce motif d'intérêt général est l'irrégularité de la procédure de passation, quelles sont les modalités spécifiques d'indemnisation du candidat concerné par cette irrégularité? CA de Toulouse. Bon, l'actualité de la semaine a quand même été dominée par le jugement concernant Marine Le Pen et un certain nombre d'autres personnes du même parti politique, avec exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité, quelques jours après une décision importante du Conseil constitutionnel sur l'éligibilité pour les mandats en cours. Bien. Notons d'ailleurs que dans l'affaire concernant Lou Elio, le juge pénal a pris en compte expressément une réserve posée par le Conseil constitutionnel sur ce point. Mais cette affaire pénale ne doit pas en cacher une autre qui a lieu il y a à peu près un mois, qui est intéressante, qui nous précise les modalités d'intervention des inspecteurs de l'environnement lors des audiences pénales. Et puis une autre décision importante, très récente, elle, et qui est un peu passée sous silence, c'est-à-dire qu'elle est très importante pour la sécurité publique et pour nos libertés, c'est que le Conseil d'État a validé que l'on puisse bloquer TikTok. En l'occurrence, ça avait été fait il y a une grosse année en Nouvelle-Calédonie. Le Conseil d'État juge des référés l'avait admis, le Conseil d'État au fond maintenant le censure en l'espèce, parce que le mode d'emploi qu'il fixe n'avait pas été respecté, c'est-à-dire que la suspension de TikTok devait être sur une durée fixée et elle-même limitée au temps de trouver d'autres moyens d'assurer la sécurité publique. Mais cet arrêt est important parce qu'il reconnaît la possibilité de bloquer TikTok. Or, c'était débattu. Pourquoi? Parce qu'on était dans un cas d'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et que le droit de l'état d'urgence ne le prévoit pas. Oui, mais ça applique quand même la jurisprudence sur les circonstances exceptionnelles. Dame Laurent, arrêt RIS qu'on a tous appris un jour ou l'autre. Eh ben, ça peut s'appliquer en l'espèce, nous dit le Conseil d'État. Un assez gros volet aménagement cette semaine, avec la CA de Nantes sur tout ce qui est la prise en compte des eaux pluviales dans les demandes de permis de construire, le droit de délaissement qui ne s'applique pas aux biens divisés en volume dans les ZAC, et lutte contre les constructions illégales, mode d'emploi de l'action en référé, Cour de cassation 20 mars 2025. Le décret très attendu sur les autorisations et transformations des accueils de jeunes enfants et l'accueil dans les micro-crèches, décret du 1er avril 2025 a été publié. Et puis en matière de finances, en dépit de l'adoption très tardive de la loi de finances pour 2025, l'échéance du 1er avril a bien été tenue pour la mise en ligne d'un certain nombre de dotations, les montants individuels de ces dotations, de DGF. Donc vous voyez ici le site internet, l'adresse internet, vous pourrez y accéder. Et puis les mini-brèves, que voici. Mais passons à notre grand dossier au assainissement, un point sur la nouvelle loi. Vous vous en souvenez, l'ancien Premier ministre Michel Barnier avait annoncé, à la grande satisfaction du Sénat qu'il cherchait à se concilier, que le gouvernement allait soutenir la proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences eau et assainissement. En dépit du changement de Premier ministre, la même ligne a été maintenue et on en avait parlé ensemble. Le texte, après avoir été adopté au Sénat, a été adopté à l'Assemblée nationale. On devait normalement avoir une commission mixte paritaire parce que l'urgence avait été déclarée. Et le pouvoir législatif, en lien avec le gouvernement, ont décidé de faire autre chose. C'est que le texte de l'Assemblée ayant été voté de manière à convenir au Sénat aussi, on a fait enlever l'urgence. Du coup, il y a eu une adoption du texte également totalement identique au Sénat, ce qui est une procédure encore plus rapide que de passer par une commission mixte paritaire.
Du coup, le texte est adopté au jour où on enregistre cette vidéo, sauf censure éventuelle par le Conseil constitutionnel. Le texte que je vais aborder avec vous est donc le texte définitif. Ce texte est donc un fruit d'un compromis, mais c'est aussi surtout le fruit d'un retour de balancier. On a fait 10 ans d'intercommunalisation et de fusion, et bien maintenant il y a un mouvement en sens contraire qui n'est pas à l'abri non plus de critiques, car n'oublions pas qu'en matière d'eau et d'assainissement, on a énormément de territoires où on a des prix de l'eau bas parce qu'on a un retard d'investissement depuis 20, 30, 50 ou 70 ans, et que l'on a un effet considérable du réchauffement climatique, qu'on soit dans l'Hexagone ou dans les territoires ultramarins, et que les retards d'investissement ne s'apprécient pas que à l'aune des taux de fuite, par exemple. Il y a des vraies difficultés en matière d'assainissement. Pour l'eau, il y a des problèmes de passage de captage de surface à sous-sol. Il y a beaucoup de réservoirs, châteaux d'eau, à construire ou à changer, et beaucoup d'interconnexions à prévoir. Donc on a en face de nous un mur d'investissement avec des problématiques qui dépassent de très loin la taille d'une gestion municipale. Évidemment, on me sortira quelques contre-exemples dans des îles ou certaines zones de montagne, et on peut se dire qu'il eût été possible d'envisager une intercommunalisation qui ne passe pas par l'interco-fiscalité propre, pourquoi pas. Mais les interco-fiscalités propres ont aussi des compétences de plus en plus en matière d'aménagement, qui sont quand même difficiles à décorréler de l'eau. Bref, vaste débat, au fil duquel, depuis 2-3 ans, on voit beaucoup de partis politiques, autrefois très intercommunalistes sur ce point, avoir viré Kazakh, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Bien, quel que soit ce que l'on pense de cette loi, regardons ensemble les traits saillants de celle-ci, puisque le texte est maintenant connu, et que ça devrait mettre fin à 10 ans de succession de textes de correction de ce qui était dans la loi NOTRe de 2015. Premier point, la possibilité de créer des syndicats, même sans compatibilité avec le schéma départemental de coopération intercommunale, les SDCI, ou avec les orientations de rationalisation prévues par le CGCT pour ce qui est de la carte intercommunale. En effet, quand on va créer des syndicats, le préfet va, dans un certain nombre de cas, devoir regarder si c'est compatible avec ces orientations, avec ce schéma. Et là, on a un déverrouillage, notamment pour permettre la création de petits syndicats, même nouveaux, et même infracommunautaires, ce qui est pour partie une nouveauté évoquée dans une autre partie de la loi. Voici ici la nouvelle formulation de ce texte qui apparaît à l'écran, et cela permet donc en ce domaine la création de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, dès lors que les conditions de majorité et de création par interpréfectorale ou interpréfectorale se trouvent réunies. Bon. Deuxième chose, la possibilité d'études conjointes entre communes et EPCI. Alors, c'est toujours bien d'avoir un texte qui nous rappelle ou qui nous donne une possibilité de faire quelque chose. Très bien. Mais attention, ce texte peut avoir un effet pervers. Je m'explique. Dans le cadre de groupements de commandes ou de services communs, ou d'autres conventions de gestion en matière d'intercommunalité ou de syndicats mixtes, il y en a beaucoup de régimes, à commencer par 52.14, 16.16.1, 52.16.7.1, etc., dans le CGCT, qui se permettent des conventions dans différents domaines. Il y a beaucoup de possibilités, en réalité, de travailler ensemble, tant en termes de gestion de la compétence que d'outils pour des études communes. Mais ça fait des années que dans certains départements, les préfectures disent « Ah ben non, vous n'avez pas la compétence pour faire des études dans un domaine qui n'est pas le vôtre, vous, intercommunalité, même si c'est pour prendre la compétence demain. » Dieu merci, ces préfectures sont plutôt minoritaires, on a plutôt des jurisprudences d'ailleurs, ou même quelques questions écrites parlementaires, réponse gouvernementale à des questions écrites parlementaires en ce sens inverse, mais bon, voilà. Maintenant qu'on a un texte qui le permet, bah c'est bien, on n'aura pas de problème dans ce domaine. Mais est-ce que demain, en matière de déchets, de culture ou de social, on va pas avoir un juge qui nous dira, bah attendez, s'il a fallu un texte législatif pour l'eau, peut-être qu'il faut dans cas un texte législatif dans les autres domaines aussi. Et là, dans ces cas-là, on n'est pas sorti des ronces. Bon. En tout cas, voici ici le texte. Et donc, il y a quelques difficultés. On ajoutera un autre aspect, c'est que c'est très gentil, ça permet de faire des études, même si ce n'est pas officiellement pour la prise future de la compétence. Et ça, c'est bien. Ça, là, il y avait besoin de loi là-dessus. On ajoutera quand même aussi que ça n'est ouvert que pour ceux qui ont la compétence eau et assainissement, alors qu'on pourrait très bien avoir que l'un ou l'autre.
et que le législateur parle de l'EPCI, alors qu'à l'évidence, il a voulu dire EPCI à fiscalité propre, ce qui n'est pas la même chose. Un syndicat de communes est un EPCI, mais pas à fiscalité propre. Bon, voilà. Troisième point, qui est un point important, qui avait donné lieu à beaucoup d'amendements au Sénat comme à l'Assemblée nationale, notamment du groupe PS. Ce que prévoit la loi, c'est un non-retour en arrière pour celles des communautés qui avaient déjà pris, avant l'entrée en vigueur de la future loi, soit l'eau, soit une fraction de l'assainissement. Ces communautés pourront reprendre des nouvelles compétences pour prendre un bout de compétences assainissement qu'ils n'avaient pas par exemple, mais pas les restituer. Elles peuvent en revanche continuer à transférer la gestion à des communes ou à des syndicats, même infracommunautaires par convention, selon un régime d'ailleurs modifié. Ce que voulait notamment le PS, c'était rendre pour cette communauté, même ayant déjà la compétence, possible le retour de la compétence aux communes. À rebours donc complètement de ce qu'était la position de ce parti politique il y a quelques années, rappelons-le. Ce n'est pas donc l'état du droit futur, j'ai la compétence à la date d'entrée en vigueur de la loi, j'ai la compétence. Ça pose un certain nombre de problèmes d'ailleurs sur des dossiers en cours. Car si un arrêté préfectoral est pris là, très vite, quitte à avoir une entrée en vigueur postérieure à la loi, est-ce qu'il est dans la situation 1 ou dans la situation 2 ? C'est un point qui pourrait être débattu. En tout cas, voici le texte qui apparaît à l'écran, n'hésitez pas à mettre sur pause, qui est adopté sur ce point par modification, je dirais bien sûr, de l'article 5214-16. Il y a donc un non-retour en arrière pour celles des communautés qui ont déjà pris la compétence, avec le petit débat sur les prises de compétences en cours au jour où nous parlons. On rappellera qu'en communauté de communes, la gestion des eaux pluviales urbaines a toujours été une compétence facultative, donc ça ne change pas. Je le rabâche à chaque fois parce que la question m'est posée très régulièrement. Les communautés pourront ne pas prendre des fragments de compétences qui leur manquent en assainissement, mais pas restituer, et possibilité de transférer donc la charge à des syndicats, même infracommunautaires. Ceci se fait dans un cadre de convention qui est modifié, aussi bien pour ces communautés qui ont déjà pris la compétence, que pour celles qui vont d'ailleurs le prendre facultativement ensuite. Dans les deux cas, le régime de convention est modifié, et les modifications sont vraiment en miroir l'une de l'autre dans ces deux cas. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, apparaît à l'écran un petit tableau que j'ai fait sur le texte voté à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Encore une fois, le texte au Sénat est exactement celui de l'Assemblée. Et quelques commentaires, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez voir ce qui change dans ce régime de convention. Ce sont des choses importantes. Et d'ailleurs, le texte nouveau est un peu plus précis par certains côtés, un peu moins, mais avec renvoi vers un décret sur certains sujets. Pour les autres communautés, la compétence reste donc facultative, c'est fini. On ne parle plus de transfert en 2026 que tout le monde préparait à quelques mois de l'échéance. On va rappeler que d'ailleurs sur cette compétence, pour ceux qui le prendront pour l'avenir, on est bien dans un domaine où on renvoie à une définition de l'intérêt communautaire et possibilité là aussi de convention au cas par cas. Voici ici le texte qui va s'appliquer, être publié, sauf censure très improbable du Conseil constitutionnel sur ce point, je ne vois pas pourquoi. Et on va rappeler donc que ça renvoie bien à une définition de l'intérêt communautaire, comme pour la voirie, qui est dans la même liste, et que l'on a quelques compétences, ceci dit, de découpage de la compétence eau ou de la compétence assainissement, dans les articles L 22, 24, 7 et suivants, et 8 pour assainissement, qui font que le découpage intercommunautaire ne sera peut-être pas non plus faisable n'importe comment. Et pour les conventions, n'hésitez pas à mettre sur pause, je vous mets ce qui change, mais on reprenait le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la même chose avec maintien du régime de convention via une gestion qui reste pour le compte de la communauté de communes, possibilité de convention même pour un syndicat infracommunautaire, renvoi à un décret futur, et puis on rappellera quand même que on a la possibilité pour des syndicats qui ne sont pas infracommunautaires de faire aussi des adhésions partielle de périmètre 52-11-61 du CGCT, et ça c'est pas nouveau, et qu'il y a beaucoup de systèmes de conventions aussi qui permettent en fait beaucoup de choses déjà. Donc pour le contenu de ces conventions, renvoi à un décret en Conseil d'État, je l'ai dit. On précise nettement que ça doit inclure les conditions tarifaires, d'autres éléments, qualité, pérennité, contrôle, moyens et financiers ont disparu du texte, mais ça serait surprenant que le décret ne le reprenne pas. Ça serait fort éloigné de la culture des services de l'État sinon.
À noter d'ailleurs, dans les deux régimes, pour ceux qui ont déjà la compétence comme pour ceux qui vont l'apprendre, qu'en cas de demande par une commune que soit signée une convention, il y avait un délai de réponse qui était c'était encadré un délai de 3 mois qui passe à 2 mois. Il n'y a toujours pas de délai ni de procédure si la demande émane d'un syndicat. Et il y a une disparition de l'obligation de motiver un refus, sauf petit débat juridique, c'est-à-dire qu'on pourrait essayer de soutenir que le Code des relations entre le public et l'administration s'applique dans ce cas particulier, mais voilà, c'est pas ce que dit la jurisprudence à ce jour. 5. Le Sénat avait prévu que la CDCI allait annuellement, Commission départementale de coopération intercommunale, étudier le sujet. Super. L'Assemblée nationale a remplacé ceci par une seule séance pour aborder ce sujet par mandat, mais qu'on allait en débattre aussi dans les conseils municipaux et les conseils communautaires. Attention, il y a un problème, c'est que ce débat aura lieu assez peu de temps après le renouvellement général des conseils municipaux. Donc voici ici le texte, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez plus de détails. Or, on sait très bien qu'en début de mandat, on a toujours beaucoup d'élus qui découvrent tout ceci et qui sont bien plus affûtés 2-3 ans après. Bon, c'est amusant parce que les débats parlementaires ont été, notamment à l'Assemblée, assez enthousiastes à ce sujet. Il y a eu quelques commentaires presque lyriques. Bon, on parle d'une réunion pour être certain qu'on n'oublie pas le truc. C'est pas non plus, voilà, c'était peut-être le plaisir de retrouver le charme de l'activité consistant à tricoter et pas détricoter, je sais pas. 6. Le Sénat insistait beaucoup sur le fait qu'on pouvait donner des compétences au département et qu'il y aurait des interventions des syndicats mixtes ouverts. C'était un sujet qui était assez consensuel à l'époque, en 2024. Cela avait même donné lieu à une acceptation sénatoriale, majorité de l'Assemblée nationale et gouvernement. Le gouvernement disant « je suis contre cette proposition de loi » à l'époque, mais je suis, donc sous l'époque Attal, mais on est pour ces possibilités. Ça a disparu pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'un certain nombre de parlementaires, notamment à l'Assemblée, se sont élevés contre la possibilité que les départements agissent en ce domaine, au nom notamment d'un rapport récent de la Cour des comptes qui disait pas exactement ça en fait, mais aussi parce que certaines de ces dispositions, notamment sur les syndicats mixtes, s'étaient retrouvées dans ce qu'était l'article 50 de la proposition de loi d'orientation agricole qui a été publiée entre-temps, donc qui est devenue la loi d'orientation agricole. Sur la partie syndicat mixte, au besoin avec intervention au département et quelques interventions au département, mais dans un cadre plus restreint, oui, c'est dans la loi agricole. Objectivement, c'est un cavalier qui n'avait rien à faire là, mais bon, passons. Mais avec un texte très critiquable. Mais pour le reste, donc, ça a sauté. 7. La loi a prévu un régime absolument charmant, mais à mon avis peu utile, sauf pour les redevances d'agence de l'eau, permettant de transférer de l'eau gratuitement entre communes voisines. L'interconnexion entre communes voisines, la vente publique d'eau, en gros, a toujours été largement exonérée de règles de concurrence et de publicité. On peut le faire très facilement et très librement. Quant à la manière de le gérer, on peut faire des simples conventions, on peut faire des ententes, notamment pour quelques ouvrages en commun. Bref, les solutions ne manquent pas, des conventions publiques prévues aujourd'hui par le Code des commandes publiques, les solutions ne manquent pas pour le faire. Donc est-ce qu'on avait besoin d'un dispositif législatif pour le prévoir? La réponse est non. Mais c'est même pire parce que maintenant l'accord précise que ça devrait être de la gratuité, alors que certains voudraient, sauf pour certaines dépenses, ce qui pourrait être discutable. Mais il y a exonération des contributions à l'agence de l'eau, bon, ça c'est bien, enfin voilà. Et point très important, l'Assemblée nationale en séance plénière, puis le Sénat n'ont pas repris des modifications très discutées qui avaient été envisagées en commission des lois de l'Assemblée pour le SPANC, et qui conduisait à quasiment démanteler le contrôle périodique hors session immobilière ou hors contrôle initial, et à désactiver certains aspects au niveau des sanctions, ce qui aurait été très grave pour les SPANC. Voilà. Ouf, j'ai voulu faire un point que j'espère compréhensible et néanmoins un peu complet sur cette loi. Merci. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Orlando Associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.